Et votre invité à présent dans la grande interview, c'est Christophe Périllat, le directeur général de Valeo, spécialiste mondial des technologies automobiles. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Donald Trump qui vient d'annoncer donc des droits de douane de 25% sur les importations de voitures, de moteurs, de chaînes de transmission, et ce, quelle que soit leur provenance. C'est évidemment une position dure. Est-ce que vous vous y attendiez déjà? Oui, on annonce ces tarifs depuis un moment, donc bien sûr qu'on s'y attendait. C'est une secousse de plus pour le secteur automobile. Le secteur automobile est sous pression maintenant depuis plusieurs années. Vous avez eu le Covid, vous avez eu la crise des semi-conducteurs, vous avez eu l'inflation, vous avez cette électrification qui peine à augmenter, en tout cas qui ne progresse pas au rythme qui a été prévu. Voilà, donc c'est un événement de plus, une secousse de plus. Valeo y est préparé. C'est un nouveau coup dur pour l'industrie auto, notamment européenne? Oui, notamment européenne, mais peut-être aussi américaine, puisque le prix des voitures va augmenter en Amérique du Nord, aux États-Unis. Donc je pense que c'est un coup dur pour l'industrie automobile de manière générale. De combien les voitures vont augmenter? On a vu 4 000, 5 000, 6 000 $. Après, c'est plusieurs milliers de dollars, donc ça peut avoir un impact indirect sur Valeo à travers le marché américain et peut-être le marché mondial. Qui va souffrir le plus de ces surtaxes douanières? Pas Valeo. Pourquoi? Parce que nous allons nous faire compenser de 100% de l'application de ces tarifs douaniers. Vous savez, nous, on a des relations qui sont très proches avec nos clients et on intervient dans un... Vos clients qui sont les constructeurs automobiles? Bien sûr, qui sont les constructeurs automobiles, absolument. Et donc on joue avec les règles du jeu. Et les règles du jeu en Amérique du Nord, elles étaient très claires. Elles sont celles d'un contenu régional. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui obligent un véhicule qui est assemblé en Amérique du Nord d'avoir des composants qui viennent en Amérique du Nord. Donc nous, on a une stratégie locale. On est en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord. De la même manière qu'on produit en Chine pour la Chine, on produit en Europe pour l'Europe. Donc depuis de nombreuses années, nous nous sommes installés en Amérique du Nord pour la production nord-américaine. Donc vous ne serez pas concerné alors par ces droits de douane? Alors, on n'est pas concerné. Alors, je vais vous répondre, ça dépend de quelle journée vous me parlez, parce que ces annonces, elles ont déjà beaucoup évolué depuis la première annonce faite le 5 mars. Oui, on est concerné parce qu'un certain nombre de produits peuvent ne pas avoir un contenu régional suffisant. Mais la plupart de nos produits ont un contenu régional suffisant parce qu'on... Nord-américain, enfin... Nord-américain, absolument. C'est États-Unis plus Canada plus Mexique. Chaque produit, on vient compter le contenu régional de ce produit. Et un produit qui n'a pas suffisamment de contenu régional va être taxé. Un produit qui a suffisamment de contenu régional n'est pas taxé. La grande majorité de nos produits, à l'heure où je vous parle, ne sont pas taxés. Et sur l'autre partie qui sera taxée à 25%, vous transmettez cette hausse de prix à vos clients, libres de l'accepter ou pas d'ailleurs? Libre de l'accepter ou pas, mais à 100%, nous le transmettons. Vous me posiez la même question sur l'inflation. Il y a quelques années de cela, et je vous disais, on aura une compensation à 100%. Et on a eu une compensation à 100%. Donc je peux vous dire qu'on aura une compensation à 100%, parce qu'il ne peut pas en être autrement, parce qu'on joue avec les règles du jeu, et quand les règles changent, il est normal que les prix soient ajustés aux nouvelles règles du jeu. Mais les constructeurs automobiles pourraient changer de fournisseur? Ils peuvent changer de fournisseur, mais ça ne se produit pas comme ça. Vous savez, quand vous êtes un fournisseur sur une voiture, ça veut dire que vous êtes validé, il y a des tests de roulage. Voilà. C'est une industrie qui reste une industrie lourde. Il faut des années pour déplacer des usines. Les usines ne sont pas sur roulette. Donc il faut des années pour déplacer les usines, il faut des années pour déplacer un fournisseur d'un fournisseur à un autre. Donc c'est une industrie qui par les règles qu'elle s'impose, assure une certaine stabilité. C'est une erreur de politique économique que de augmenter de 25% ces droits de douane que Donald Trump vient de décider? Alors nous, on est fondamentalement contre les tarifs. On est contre les tarifs en Amérique du Nord. Je me suis exprimé contre les tarifs mis en place par la Commission européenne en Europe, qui, vous le savez, a mis des tarifs à l'encontre d'un certain nombre de véhicules électriques chinois pour renchérir leur coût d'importation en Europe. On est contre les tarifs parce qu'on pense que ce n'est pas le bon système. Et on le voit aujourd'hui, un tarif, ça crée une mesure de rétorsion qui crée elle-même une autre mesure de rétorsion et c'est sans fin. Alors comment on protège l'industrie automobile européenne de la concurrence parfois déloyale chinoise? Alors très simplement, par la mise en place d'un contenu régional européen. Et je m'exprime sur ce sujet depuis le mois de septembre. On a même fédéré
14 équipementiers européens pour dire la même chose. Il faut que l'Europe s'équipe d'une obligation d'un contenu régional européen pour protéger son industrie. De la même manière que l'Amérique du Nord a fait ça. L'Amérique du Nord a une règle, je le disais, de contenu régional américain qui impose 75% de contenu régional donc à l'intérieur de l'Amérique du Nord. L'Inde a décidé d'un contenu régional indien minimum qui progressera au fur et à mesure du temps et qui atteindra 80% de contenu régional, donc contenu indien dans une voiture indienne, en 2030. La Chine a mis en place un tel programme en 2015. L'Indonésie a mis en place un tel programme. L'Europe n'a pas ce programme. Et donc on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup essayé de convaincre depuis le mois de septembre de la nécessité d'un contenu européen minimum sur les voitures. Vous ne pouvez pas protéger simplement le constructeur, il ne faut pas protéger non plus simplement l'industrie totalement amont, que ce soit l'acier ou l'aluminium, il faut protéger l'ensemble de la filière. Et pour protéger l'ensemble de la filière, il n'y a qu'une solution, c'est le contenu européen. Contenu européen, je pense que vous l'avez vu, qui a été retenu par la Commission européenne dans son plan de soutien à la filière automobile. Christophe Périllat, si on se met à la place de Donald Trump et des Américains, les voitures expliquent près du quart du déficit commercial de la balance commerciale américaine. On peut comprendre que le secteur auto soit au cœur des attentions de la Maison-Blanche, avec cette volonté de relocaliser de l'industrie. C'est pas légitime, ça? Ce qui est légitime, c'est de protéger son industrie. Voilà, donc il y a des règles du jeu aujourd'hui qui s'imposent en Amérique du Nord. Elles font la promotion d'un contenu régional Mexique, États-Unis, Canada. Ce qui est important aussi, c'est que, voilà, je le disais, les usines ne sont pas sur roulette. Ça veut dire que si vous voulez, à un moment donné, faire la promotion de plus d'industrie à l'intérieur de votre pays, vous devez mettre en place des règles qui se mettent en place en fonction et avec le temps. Une règle qui change du jour au lendemain, ce n'est pas une règle industrielle. Vous ne pouvez pas, en tant qu'industriel, déplacer vos unités de production du jour au lendemain. Donc, ce qui peut être légitime, c'est de défendre son industrie. Ce qui peut être légitime, c'est d'essayer par la compétitivité, par l'innovation, d'avoir une industrialisation qui soit forte dans un pays. Il faut mettre en place des règles qui sont stables et qui peuvent être progressives en fonction des années. Donc le président américain ne réussira pas, selon vous, parce qu'il l'espère, relocaliser des usines sur le sol américain avec ses droits de douane de 25% dans l'automobile? On le verra dans le temps. Je pense qu'on verra... Il a promis aussi des baisses d'impôts. Il a promis aussi des baisses d'impôts. On le verra dans le temps. Bon, est-ce que tout ça remet en cause l'amélioration que vous attendiez pour cette année, pour 2025, ce contexte géopolitique, ces surtaxes douanières? Alors non. Donc je vous le disais, il y a eu des secousses absolument considérables sur le secteur automobile. Ces secousses, elles sont fortes et pourtant, dans cet univers automobile qui est un univers compliqué, Valeo a réussi à améliorer ses résultats de manière constante depuis 3 ans. En 2022, en 2023, en 2024, on a amélioré nos résultats. Si vous prenez le résultat 2024, on augmente notre marge opérationnelle, oui. On augmente notre génération de cash, on réduit notre dette. Et on a dit qu'on ferait encore une nouvelle étape, un nouveau pas dans cette amélioration en 2025. Et on le fait pour des raisons qui sont assez simples. On a positionné Valeo sur la voiture de demain. La voiture de demain, elle est électrifiée, la voiture de demain, elle est assistée, il y a de l'assistance à la conduite. La voiture de demain, elle est de plus en plus technologique. Et Valeo est une entreprise technologique. Valeo a 3 métiers, 3 divisions. Sur ces 3 divisions, il y en a 2 où on est leader mondial. Lesquelles? L'éclairage, l'aide à la conduite, qui est un secteur qui explose, ou un marché qui explose littéralement. Et le 3e secteur, qui est l'électrification, on a réussi à se hisser dans le top 5 mondial. Donc vous voyez, on a des positions qui sont très fortes sur les technologies, qui sont les technologies de la voiture de demain. Et puis, on améliore nos résultats en nous ajustant, en ajustant nos coûts, en ajustant nos prix aussi, en ajustant nos coûts et nos prix au marché, qui est un marché qui a eu tendance ces dernières années à se réduire, en particulier en Europe, parce que le marché européen s'est réduit de 20%. Donc on a dû, hélas, nous adapter, nous ajuster, restructurer en Europe ces derniers mois. Oui, avec un chiffre d'affaires 2024 qui a stagné, 21,5 milliards d'euros. Exactement. Est-ce que, au vu de ce début d'année, est-ce qu'on peut dire que le pire est passé en matière de chiffre d'affaires et qu'il y a une amélioration, il y a une meilleure dynamique commerciale en ce début d'année? Le marché, il n'est pas bon, mais le marché n'était pas attendu bon. Voilà. Le marché, il sera stagnant en 2025 par rapport à 2024.
Donc la solution pour continuer à croître quand on est une entreprise comme Valeo, dans le secteur automobile, que vous cherchez à croître dans un marché qui lui est stagnant, ça veut dire qu'il faut augmenter le contenu par voiture. Le nombre de voitures n'augmente plus, donc il faut vendre plus de contenu à l'intérieur de chaque voiture. Et quand aujourd'hui on vient vendre plus de capteurs, plus de logiciels, plus de gros ordinateurs pour que la voiture soit plus intelligente, quand on vient vendre plus d'éclairage parce que c'est la signature de la voiture, quand on vend un moteur électrique, un onduleur, un chargeur, et c'est plus de valeur pour Valeo dans la voiture de demain par opposition à la voiture d'hier. Donc on a réussi à positionner Valeo avec plus de contenu par voiture et ça vous donne plus de chiffre d'affaires quand le marché est égal. Vous êtes de plus en plus ou pas en concurrence frontale, Christophe Périllat, avec des acteurs chinois, cette concurrence chinoise pour les équipementiers, on en est où aujourd'hui? Alors d'abord, on est en Chine, on est un acteur important en Chine, leader d'un certain nombre de nos technologies là-bas. C'est le pays le plus important pour Valeo en taille. C'est 16% de notre chiffre d'affaires, c'est 18 000 personnes, c'est 35 usines. Et on est en Chine pour la Chine. On n'est pas en Chine, encore une fois, pour l'Europe ou pour l'Amérique du Nord. On ne met pas des produits finis dans les bateaux, on produit en Chine pour la Chine. Et donc on se bat sur ce marché qui est un marché extraordinairement compétitif, extraordinairement technologique. Et on y réussit. Pour nous, c'est très très important de maintenir, de tenir nos positions là-bas. Plus technologique qu'en Europe même? Au moins aussi technologique qu'en Europe. Les technologies sont... C'est fou quand même. Hein. Oui, parce qu'ils vont très vite. Et nous allons très vite sur ce marché. Les décisions se prennent plus rapidement. Et donc les niveaux de compétitivité, de technologie qui sont demandés sur le marché chinois sont probablement parmi les meilleurs niveaux au monde aujourd'hui. Christophe Périllat, on en est où de la Commission européenne de Bruxelles sur un éventuel assouplissement des normes CO2 par rapport aux amendes gigantesques que les constructeurs auto pouvaient éventuellement se voir infliger? Je pense que la Commission a proposé une solution qui est le lissage sur 3 ans. Il faut voir le côté absurde des pénalités qui étaient proposées aux constructeurs européens. À vos clients. Absolument. On aime bien que nos clients soient bien portants, on n'aime pas qu'ils reçoivent des pénalités. Lorsque la Commission européenne a mis en place des tarifs douaniers, des droits de douane sur les véhicules chinois électriques rentrant en Europe, ils ont appuyé cette décision par un diagnostic, une analyse consistant à dire que l'industrie chinoise avait été aidée à hauteur de 270 milliards d'euros en Chine. Donc d'un côté, vous avez, selon la Commission, une industrie chinoise aidée à hauteur de 270 milliards qui bénéficie à ses constructeurs, et de l'autre, en Europe, on viendrait pénaliser nos constructeurs à hauteur de 15 millions. C'est absurde, ça n'a pas de sens. Donc je pense que cette situation elle a été bien comprise, et la proposition qu'a faite la Commission de lisser le calcul, c'est un petit peu technique, mais de lisser le calcul sur 3 ans, laisse le temps au marché de l'électrification, laisse le temps aux constructeurs d'arriver au niveau de pénétration des véhicules électriques leur permettant de ne pas payer de pénalité. Les constructeurs européens ont fait le boulot. Vous avez des véhicules électriques dans les concessions. Vous pouvez acheter un véhicule électrique. Après, si le consommateur... Bien sûr, mais donc il ne faut pas pénaliser le constructeur pour un produit que peut-être à un moment donné, le constructeur n'a pas envie d'acheter. En tout cas, le consommateur n'a pas envie d'acheter, en tout cas dans les proportions qui leur sont imposées. Christophe Périllat, je lisais un peu les études des bureaux d'analystes. Certains disent à propos de Valeo que le désendettement est un petit peu trop limité ou timide. Vous leur répondez quoi? Qu'on est en bonne voie de se désendetter. La dette elle a baissé de 215 millions en 2014. On va franchir un nouveau cap en 2025. Notre ratio d'endettement, EBITDA sur dette nette, il était de 1,7, il est passé à 1,5 et maintenant il est à 1,3 en 2024. Donc on fait des gros progrès. On fait des gros progrès pour générer plus de cash et donc pour nous désendetter. C'est un axe évidemment totalement prioritaire de notre travail. Il fallait en Europe, vous n'aviez pas le choix, restructurer votre outil industriel. C'était nécessaire, c'était inévitable. On parle un peu moins d'1 millier d'emplois supprimés, de postes supprimés en France. C'est 6% de vos effectifs sur le territoire. Oui, on a résisté. Il n'y a pas le choix. Non, il n'y avait pas le choix. C'est jamais une victoire, c'est toujours un échec quand il y a des PSE, des plans sociaux. On a eu... je pense, une très bonne résistance de Valeo en France. Vous savez, si vous prenez il y a 15 ans, il y a 20 ans, il se fabriquait 3,5 millions de voitures en France. On avait à peu près le même dispositif industriel qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, ils sont produits 2 fois moins et on a toujours le même dispositif industriel. Donc on a compensé la baisse de la production de voitures en France par beaucoup plus d'exportations. On exporte de nos usines françaises 80% de la production en Europe. Donc on a vraiment fait le boulot, on a réindustrialisé énormément d'usines parce qu'il y a eu des changements de technologie. Voilà. Il fallait néanmoins s'ajuster à un marché européen qui maintenant est durablement bas. C'était 21 millions de voitures par an en 2017, c'est aujourd'hui 16, 17 millions de voitures. Et on pense que ce niveau de production automobile européen ne reviendra pas là où il était. Il fallait nous ajuster. On ne l'a pas fait qu'en France, on l'a fait en Allemagne, on l'a fait en Pologne, on l'a fait en République tchèque, on l'a fait en Hongrie. Donc on a vraiment travaillé partout sur nos dispositifs européens pour nous permettre de continuer à nous renforcer. Vous savez, on fait beaucoup de technologies, beaucoup de R&D. Pour ça, il faut être profitable, il faut être durablement profitable, il faut être solide. Et c'est évidemment pour cette raison que nous avons procédé à ces ajustements qui sont toujours difficiles, mais je pense qu'on a eu une qualité de dialogue social remarquable dans l'entreprise et je rends vraiment hommage à la responsabilité des partenaires sociaux qui ont compris. Il paraît que les négociations sont difficiles à l'usine de la Suze sur Sarthe à un mois de la fermeture, c'est vrai ça? Alors, il y a toujours des moments difficiles dans une négociation. On a 3 sociétés juridiques en France qui sont concernées par ces PSE. On a un accord majoritaire, excusez-moi, on a un accord à l'unanimité des partenaires sociaux sur ces PSE, maintenant finalisé sur ces 3 sociétés. Donc voilà, les plans sont maintenant derrière nous. On a réussi, je pense, entre partenaires sociaux et direction, on a réussi à trouver des accords. Alors la transition est peut-être malheureuse, mais on est sur Boursorama, évidemment, on regarde le cours de bourse. Et depuis 2018, c'était avant que vous soyez là, j'ai regardé, effectivement, le cours de Valeo était divisé par 6. Est-ce que c'est excessif? Est-ce que le marché est trop sévère avec les équipementiers et avec Valeo? Je pense que le marché ne voit pas aujourd'hui le positionnement du groupe. Voilà. Il ne voit pas le positionnement du groupe comme un leader de l'électrification. Il ne voit pas le positionnement du groupe comme un leader de l'aide à la conduite, qui est un marché qui explose littéralement. Il ne voit pas la technologie de Valeo. Alors il ne la voit pas parce qu'il y a beaucoup de nuages noirs sur l'industrie automobile. Il y a du brouillard. Il est sous pression. Et donc il n'est pas si facile à ce stade de reconnaître les sociétés qui sont très bien positionnées, celles qui le sont moins. Je vous dis que Valeo est extrêmement bien positionné sur le secteur de demain. Et ça se voit d'une manière très simple, qui sont les prises de commande. Prise de commande, c'est la promesse du chiffre d'affaires de demain. C'est ce qu'on enregistre aujourd'hui pour le chiffre d'affaires de demain. Si vous prenez les 3 dernières années, on a enregistré 80 milliards de commandes. 80 milliards de commandes, pour le rapporter à nos ventes, c'est 1,5 fois nos ventes. Donc on enregistre, en termes de volume de prise de commande, l'équivalent d'1,5 fois nos ventes. Et en plus de cela, on l'enregistre avec des très bonnes marges, puisqu'on a décidé, parce qu'on est une entreprise de technologie, d'avoir des marges de technologie et pas des marges de commodité. Donc on a fait un vrai travail extrêmement profond de repositionnement de nos prix pour les mettre plus en adéquation avec l'attractivité de nos technologies. Voilà, ce sont des commandes qui sont dans notre portefeuille de commandes. Malheureusement, dans le secteur automobile, il faut plusieurs années pour que ces commandes se matérialisent en vente. Il faut 3 ans, 4 ans. C'est après 4 ans que vous avez les premières ventes des contrats que vous prenez. 2022, plus 4, ça fait 2026. Donc on va voir à partir de 2026 une accélération de Valeo, à la fois en termes de profitabilité et de chiffre d'affaires. C'est ce qui permettra aux investisseurs, enfin au regard des investisseurs, de se dessiller justement sur la valeur de Valeo et cette action. Et pour sortir, parce que c'est ma question, comment on sort de cette spirale baissière, moins 18% sur un mois, moins 40% sur un an? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord améliorer ses résultats. En 2021, on consommait du cash. En 2021, notre marge opérationnelle était de 1,7%. On a fait 4,3% en 2024 et on a généré du cash. On a généré même un niveau de cash parmi les meilleures années de l'histoire de Valeo. Donc ça, les marchés ne le voient pas. Non, je pense qu'il y a aujourd'hui un secteur automobile où il est compliqué pour les marchés d'investir parce que vous avez un certain nombre de risques. Le marché ne voit pas la résilience de Valeo, le marché ne voit pas le positionnement de Valeo, le marché ne voit pas les efforts qu'on fait pour baisser le point mort de Valeo. Et lorsque vous avez une société avec le positionnement qui est le nôtre, si un certain nombre des nuages autour du secteur automobile veulent bien
se dissiper, et on en voit un certain nombre aujourd'hui se dissiper. Alors je pense qu'on peut avoir dans les années qui viennent un très beau parcours. Allez, entretien avec Christophe Périllat, le directeur général de Valeo, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci à vous. Merci.